Il nous reste une matière très importante à voir en mécanique statique. Ce sont les forces de frottement. Si vous venez de regarder tout ce qui était plan incliné, vous voyez que j'avais dit que je ne les avais pas mises, ainsi que les normales, tout ce qui était réaction du sol, et donc maintenant on va en parler. Commençons par une définition. Les forces de frottement, on considère deux cas. On parle de frottement si on a deux surfaces en contact qui se déplacent ou glissent l'une par rapport à l'autre. Donc ici, vous voyez bien qu'on parle de surface de contact. Donc on va considérer des frottements entre du bois et un métal, entre de la glace et vos chaussures, mais pas entre vous et l'air. Donc dans ce cours-ci, on laissera ça à tout ce qui est mécanique des fluides et les frottements dans les fluides. Ce ne sera pas touché ici en mécanique. Ici, on va juste parler de frottement entre deux surfaces. Si jamais il y a adhérence, c'est-à-dire si les deux surfaces tendent à glisser, c'est-à-dire qu'elles aimeraient bien se déplacer, mais ne bougent pas, on parle d'adhérence. Alors, ici, on est au début, dans les définitions, on va bien faire les distinctions entre frottement et adhérence, mais très vite, vous allez voir que je vais employer le mot frottement pour parler de l'un comme de l'autre. C'est la même chose dans la littérature, ce sera la même chose en TP. Donc, voyez le terme frottement comme un mot générique. Maintenant, si on parle d'adhérence, vous savez qu'on parle bien de deux surfaces qui aimeraient se déplacer, mais qui ne se déplacent pas, c'est-à-dire où les forces de frottement empêchent tout déplacement. Alors, le frottement, vous avez déjà pu l'observer, vous savez que ça dépend de la nature des corps en contact. Comme je l'ai dit, si vous êtes sur de la glace, sur de l'eau gelée, vous allez avoir des frottements assez faibles. Par contre, si vous mettez du bois sur du bois, vous avez des frottements assez élevés, et ainsi de suite. Ça va aussi dépendre du poids du corps considéré. Donc par exemple, si j'essaie de bouger une machine à laver sur le sol, bah, le poids de cette machine à laver, pourquoi c'est plus dur de pousser cette machine à laver qu'autre chose, une machine à laver qu'une chaise par exemple, parce que le poids du corps va influencer les forces de frottement. On verra comment. Par contre, ce qui est assez contre-intuitif, la plupart des gens ne le pensent pas, mais ça ne dépend pas de l'aire de contact. Donc que vous poussiez une armoire de 20 kg ou un petit cube de 20 kg, ça va être les mêmes forces de frottement. Ok, imaginons maintenant une expérience où on pose un gros bloc sur une table. Et je prends un dynamomètre. Alors le dynamomètre, c'est ceci. C'est un outil sur lequel on peut lire des mesures de force. Et donc je vais prendre un petit graphique et tracer ici la force que je dois appliquer. Au début, j'applique une force nulle. Et donc si je regarde les forces qu'il y a sur mon schéma, j'ai ici le poids de mon bloc qui est contrebalancé par la réaction du sol, pour dire que c'est un appui simple, qu'on note souvent force normale. Et donc j'ai la force du poids, que moi j'aime bien noter P, mais ici qu'on note FP, et la réaction normale, que moi j'aime bien noter N, mais qu'ici on note Fn, qui se contrebalance. Maintenant ici je tire avec une force F. Qu'est-ce qui vient contrebalancer cette force F? Parce que si je tire mon bloc, on voit qu'il ne bouge pas. Mais ce qui vient contrebalancer cette force F, ce sont les forces de frottement. Si mon bloc était plus lourd, la réaction normale serait plus grande. Si mon bloc était donc plus lourd, comme ceci, donc si j'avais une plus grande force ici, instinctivement, vous pouvez comprendre que la réaction du sol va s'adapter. La réaction de ma table ici. Ben c'est pareil ici pour mes forces. Plus je vais tirer fort, plus ma force de frottement va s'adapter. Et donc on peut voir ici, si je dessine sur mon schéma, qu'au début, si je tire ici à 0, si je tire ici 0 Newton, ma force de frottement vaut 0 aussi. Si je tire à 5 Newton, ça vaut 5 Newton aussi. Chaque fois, en fait, c'est ce qu'on appelle une relation linéaire. Quand je tire plus fort, mes forces de frottement deviennent plus grandes.
Maintenant, vous savez bien que ça ne peut pas continuer à l'infini, sinon on ne saurait jamais rien pousser sur le sol, tout serait bloqué. Et donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à une valeur maximale. Je vais appeler ça la force de frottement max. Qu'est-ce qui se passe ici? Si jamais je tire plus fort, eh ben, je ne suis plus en statique. Statique, rappelez-vous, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'accélération. Donc là, je suis à vitesse nulle, je suis immobile. Eh ben, en statique, je reste immobile. Mais si je tire suffisamment fort, alors tout d'un coup, je pars en dynamique. Je commence à avoir une variation de ma vitesse, une accélération, et le bloc va venir vers ma main. Que deviennent les forces de frottement dans ce cas-là? Eh bien, on va faire la différence entre deux régimes. Nous avons ici, à gauche, ce qu'on appelle la statique. Et à droite, nous allons avoir ce qu'on appelle la dynamique. Une fois qu'on est en dynamique, les forces de frottement sont constantes. Et on voit aussi qu'elles sont plus petites que mes forces de frottement quand on était en statique. Ceci, c'est très important. Donnons quelques valeurs. On a des coefficients de frottement qui dépendent, comme on l'a dit, de la nature des corps. Quand on est en dynamique, la force de frottement cinétique, donc c'est C pour cinétique. Cinétique, c'est l'étude du mouvement, donc c'est bouger. Donc on va parler de μc, qui est le coefficient de frottement cinétique. Parfois on dit aussi coefficient de frottement dynamique. Et bien la force de frottement cinétique est égale à μc fois la normale. La normale, c'est donc la réaction qu'on a ici. C'est la réaction au poids. Donc quand on disait que tout dépendait du poids du corps, de fait. Maintenant attention, ça dépend bien de la normale et non du poids. Si je prends un exemple avec un plan incliné, mon poids vient ici, mais la normale part ici. Et donc vous voyez que ma normale, elle sera égale ici à PY en fait. Donc bien attention ici, c'est la normale, donc c'est lié au poids, mais seulement lié, pas 100% relié, égal au poids. Pour la force de frottement, quand on est en statique, donc quand je vais écrire S, ce sera pour statique, et j'ai un coefficient de frottement, μS, qui est un coefficient de frottement statique. Donc les frottements sont différents quand on est en adhérence, en statique, que quand on est en frottement, c'est-à-dire en dynamique, en cinétique. Dans ce cas-là, ma force de frottement maximale vaut μS fois N. Alors, il y a une nuance très importante. Pour les frottements en dynamique, c'est constant. Si je tire très fort, ce sera par exemple 5 newtons. Si je tire super fort, toujours 5 newtons. Par contre, pour les frottements en statique, ça va aller comment? Au début, je tire par exemple avec 1 newton. Et mes frottements s'adaptent, 1 newton. Et puis je tire avec 2 newtons. Et mes frottements s'adaptent, 2 newtons. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à une valeur qui est maximale. Et cette valeur maximale, c'est μS fois N. Donc on dit que la force de frottement est plus petite ou égale à μS fois N. Autrement dit, la force de frottement, elle est toujours en statique. La force de frottement est toujours plus petite ou égale à la force de frottement max, qui, elle, vaut μS fois N.
Donc comme on vient de le voir au slide précédent, ma force de frottement maximale, c'est μs fois n. μs, c'est donc le coefficient de frottement statique, qui est sans unité. N, c'est la force normale, la force de réaction par rapport à l'appui simple sur lequel vous êtes, donc typiquement le sol, ou un mur. Et on parle bien ici de la force de frottement statique maximale. Vous avez ici de nouveau le schéma que j'ai fait en bas à droite. Quelques idées de coefficients. Alors, ces coefficients, on a donc 4 types courants de coefficients. Vous avez ici les coefficients en statique. Et vous avez ici les coefficients en cinématique. En cinétique, pardon. En dynamique. Pourquoi y a-t-il deux colonnes? La première colonne, c'est si on considère ce qu'on appelle un frottement sec, c'est-à-dire sans lubrification. Donc si je prends de l'acier parfaitement sec sur de l'acier parfaitement sec, j'ai un coefficient de 0,18. N'oubliez pas de bien interpréter ce 0,18 ici. Donc imaginons un cas simple. 0,18 c'est environ 1 cinquième. Donc ça veut dire que pour pouvoir pousser un objet en acier sur de l'acier, il faut que j'applique 1 cinquième de son poids. Si je suis bien sur une surface plate. Donc si j'ai une surface plate, ici j'ai un objet en acier, mais la force qu'il faut que j'applique pour commencer à bouger, c'est 1 cinquième du poids. De n en fait, mais ici vous voyez bien que n et le poids doivent être identiques. Là vous comprenez pourquoi par exemple bouger du téflon sur de l'acier, c'est beaucoup plus simple que de l'acier sur de l'acier, et qu'on voit par exemple que le bois sur le bois c'est 0,65, ça veut dire que quand vous bougez du bois, vous devez porter 65% de son poids. Est-ce que vous avez déjà essayé de pousser une voiture? Eh ben, les pneus de voiture sur la route, c'est 0,8. Ça a un énorme coefficient de frottement. On voit aussi que quand on a la lubrification, on a un coefficient de frottement qui habituellement diminue. Il y a quelques exceptions, par exemple les métaux sur le bois, où là ça fait une sorte d'effet ventouse. Mais dans la plupart des cas, quand on lubrifie, ça glisse mieux. Quelque chose de très intéressant maintenant, si on compare la statique et la cinétique, c'est que μs est plus grand que μc. C'est ce qui se voit tout de suite ici. On a un drop entre cette force de frottement maximale qui vaut μs fois n et cette force de frottement cinétique qui vaut μc fois n. Ceci, ça explique pourquoi il y a toujours un petit trébuchement quand on pousse un objet. Imaginez que vous essayez de pousser de nouveau une machine à laver, pour reprendre cet exemple-là. Eh ben, une fois qu'elle commence à bouger, tout d'un coup, la force que vous devez appliquer pour avoir la même accélération diminue fortement, parce que les forces de frottement diminuent. Dès que vous êtes en mouvement, les forces de frottement diminuent. Alors, l'autre raison, c'est aussi qu'avant vous poussiez sur un appui fixe, enfin, non, avant vous poussiez sur quelque chose de fixe, plutôt, c'est pas employer le terme appui ici, et tout d'un coup ça bouge, et donc vous, il faut que vous avanciez aussi avec vos bras. Ça, c'est l'autre raison. Mais la raison principale, c'est que c'est toujours plus compliqué de commencer à faire bouger quelque chose que de continuer à le garder en mouvement. C'est d'ailleurs la petite blague qui est en haut du cours, qui dit le plus dur, c'est de commencer. C'est pareil pour étudier, pour se mettre à faire la vaisselle, mais c'est surtout le cas en statique, parce que μs est plus grand que μc. Prenons des petits exemples de l'importance des frottements statiques et pourquoi, dans les exemples que je prenais avant quand je ne dessinais pas, à quel point ils sont importants. Sans les frottements, il y a énormément de choses qui ne seraient pas possibles. Regardons cette échelle. J'ai le poids de l'échelle qui est ici. Alors, sachant qu'il y a quelqu'un dessus, on pourrait dire que le centre de gravité du bonhomme et de l'échelle ensemble, il devrait être quelque part ici. Donc ça, c'est le poids échelle plus humain. On voit que si j'ai rien pour contrebalancer ça, mon échelle devrait commencer à descendre. Qu'est-ce que j'ai comme haute force? Bon, là, on pourrait se dire, ah, bah, c'est très simple, ici, je vais avoir une réaction du sol, hein. Je vais appeler ça la réaction du sol sur l'échelle.
qui pourrait contrebalancer. Mais j'ai un deuxième appui ici. J'ai un appui sur le mur qui est aussi un appui simple qui va venir me pousser comme ceci, perpendiculairement au mur, parce que c'est un appui simple. Là, j'ai aussi donc la réaction du mur sur mon échelle. Si je fais un bilan de force là, à ce stade-ci, mon échelle, elle devrait partir vers la gauche. D'ailleurs, si vous faites le test et que vous mettez votre échelle sur une surface avec un très petit coefficient de frottement, par exemple sur de la glace, vous allez voir que votre échelle, elle va partir comme ça. Du coup, il faut contrer cette force. Et comment est-ce qu'on va contrer cette force? Avec des forces de frottement qui vont venir toujours, mes forces de frottement sont toujours opposées au déplacement voulu. Donc si mon échelle veut partir vers la gauche, mes forces de frottement vont aller vers la droite. Et donc ici, mes forces de frottement. Et ici, on espère pour le bonhomme sur l'échelle statique. Sinon, ça voudrait dire que c'est en train de bouger. Alors attention, comme j'ai dit, ces forces de frottement vont toujours s'opposer au mouvement. Du coup, si j'ai un plan incliné, comme ceci, et que, a priori, ici, j'ai juste le poids et la réaction normale. Alors, si je fais la somme des deux, vous voyez que j'ai ici une résultante, une force qui va avoir tendance à me faire tomber. Du coup, pour s'y opposer, je vais avoir une force de frottement ici, statique, qui pourrait expliquer pourquoi mon bloc ne descend pas. Et s'il descend, c'est que ma combinaison de ma normale plus de mon poids était plus grande que la force de frottement statique maximale, qui était égale à μs fois n. Et donc si j'ai le poids, je peux trouver n. Et si j'ai μs, je peux trouver les forces de frottement statique maximales, et je peux savoir si mon objet va rester là, en adhérence, ou s'il va y avoir un mouvement, et qui va commencer à descendre. Regardons maintenant le même plan incliné. Mais cette fois-ci, je tire dessus avec une corde. Alors là, j'ai toujours le poids, j'ai toujours la normale, j'ai la tension dans ma corde. Comment savoir les forces de frottement? Alors là, il faut essayer de regarder, de se faire une idée, de tiens, est-ce qu'a priori mon système va monter? Est-ce que je vais aller par là? Ou est-ce qu'il va descendre? Alors ici, vu la taille de ma force T, vous voyez, j'en ai fait une très grande, c'est assez clair que mon objet va monter. Et donc, pour s'y opposer, les forces de frottement, c'est méchant, ça s'oppose toujours au déplacement, Alors, au déplacement, quand on est en cinétique, donc si j'ai quelque chose qui bouge avec une vitesse v, c'est assez clair, les forces de frottement vont dans l'autre sens. Mais si jamais on est à l'arrêt, on s'oppose toujours au mouvement que ça ferait s'il n'y avait pas de force de frottement. Vous voyez, s'il n'y avait pas de force de frottement ici, on partirait vers le haut. Du coup, mes forces de frottement vont venir ici s'opposer à ce mouvement. En fait, vous verrez que c'est une loi assez constante dans la nature, que vous retrouverez en électromagnétisme et un peu dans tous vos cours. De manière générale, les choses n'aiment pas changer. Et les forces de frottement, c'est une manifestation de ce cas-là, de se dire, non, moi je ne veux pas bouger, je préfère rester où je suis. Et donc, si tu me tires vers la droite, je bloque vers la gauche. Tu me tires vers la gauche, je bloque vers la droite. Un petit exercice concret à présent. Donc, imaginons maintenant que si on pousse sur du plancher en bois une caisse de 30 kg, avec une force de 200 N, pourra-t-on la mettre en mouvement? Toujours commencer par un petit schéma. Ça vous aide. Donc, ici, on est sur du plancher en bois. Juste un petit plancher, bien droit, pas avec un plan incliné ni rien. Et dessus, j'ai une caisse. Donc, voici ma jolie caisse. Alors, c'est pas parce que les cours sont aussi mis en ligne là que vous ne pouvez pas mettre pause. Vous dire, ça m'a l'air vraiment facile, on va voir si j'ai compris avant que le prof explique. Je prends une feuille, j'essaie de le faire
et vous verrez si vous avez la même réponse ou pas. Soyez proactif quand vous écoutez ces vidéos. C'est pas un film, c'est un cours, et la meilleure manière d'apprendre un cours, c'est d'essayer. Pour deux choses, soit on essaye, on y arrive, super, soit c'est en essayant et en n'y arrivant pas qu'on sait à quoi on va devoir porter attention. Parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce que je dis, il y a certaines choses qui seront sans doute acquises à la première écoute, d'autres pas tout de suite. Donc ici, on dit que je pousse avec une force de 200 Newton. Alors on ne me dit pas dans quel sens, est-ce que je vais vers la droite ou vers la gauche, peu importe. Je pousse ici avec une force que je vais appeler F. Et F vaut 200 Newton. Je mets ça entre parenthèses parce que F c'est un vecteur, donc c'est la norme qui vaut 200 Newton. Ma caisse elle fait 30 kg, je vais appeler ça M. M égale 30 kg. Moi j'aime toujours bien avoir toutes mes informations sur le schéma. Donc je vais aussi noter que mu S égale 0,65, sans unité, c'est juste un coefficient. Voilà, là j'ai toutes mes informations. Et la question c'est est-ce qu'on pourra mettre cette caisse en mouvement. Donc si on essaie de la mettre en mouvement, ça veut dire que pour l'instant on est en train de la pousser vers la droite. Et donc il va y avoir des forces de frottement ici qui vont vers la gauche. Alors c'est évidemment au niveau du sol, mais là j'essaie de plus ou moins tout faire via le centre de gravité. Eh bien, calculons. Quelles sont mes forces de frottement maximales? Mes forces de frottement maximales, c'est mu S fois N. Mu S, G, c'est 0,65. Mais N, eh ben on va faire un peu de statique. Je sais bien qu'ici, si je choisis un système d'axe, toujours choisir un système d'axe, hop, je sais bien qu'ici, ma caisse en bois ne va pas s'enfoncer dans le sol. Elle est donc en statique du point de vue de Y. Sachant cela, je peux tout décomposer selon Y. Ici, j'aurai le poids. Et pour contrebalancer ça, je vais donc faire un vecteur exactement de la même taille. J'ai la réaction du sol, de l'appui simple qu'est le sol. Ici donc, j'ai N selon Y moins P égale 0. Et donc dans ce cas-ci, alors rappel sur un plan incliné, je n'aurai pas une équation aussi simple. Ce serait N moins PY égale 0. J'ai donc N égale P, et P c'est mg. Ici je vais prendre petit g égale 10 mètres par seconde carrée. C'est-à-dire ici que j'ai 300 newtons. Je peux donc faire ici fois 300. Tapons cela à la calculette, ça fait 0,65 fois 300, ce qui me donne 195 newtons. Et là, on se rend compte, ok, je suis en train de pousser avec une force de 200 newtons. Et les frottements statiques maximum que je peux avoir, c'est 195 newtons. Du coup, oui, ça va bouger. Et en fait, on sait bien que j'aurais pu même mettre un tout petit peu moins de force. J'aurais pu mettre 195,00001 et j'aurais réussi à bouger. Alors attention, je ne vais pas bouger avec une force résultante de 5 newtons, parce que dès qu'on est en mouvement, on passe en cinétique, et donc ce sera mu c fois n pour la nouvelle force de frottement. Voilà qui conclut cette introduction au frottement. Pour la statique en soi, vous avez vu toute la matière à présent. Le plus compliqué reste de mélanger tout ça, de faire des frottements sur des plans inclinés avec des poulies, des cordes qui tirent par-ci, par-là. Une dernière chose sur ce sujet, plus le problème va être compliqué, plus ça va être dur de deviner par où va partir votre objet. Vers la droite, vers la gauche, vers le haut. Pour ça, pas de souci, mettez votre force de frottement comme vous pensez, et puis voyez votre résultat. Si on est en statique, et que vous
et puis vous voyez votre résultat. Mais ça, on en parlera en classe. Dans le cas de la dynamique, il faudra malheureusement refaire le calcul. Dans le cas de la statique, si vous écrivez d'abord les autres forces, il n'y a qu'un seul sens qui permet de garder la statique. Vous voyez ici, même si je ne savais pas si ça allait aller à droite ou à gauche, si on regarde la somme des forces, ma force de frottement est évidente. Donc en statique, le problème se posera moins souvent. Mais pour ces exercices-ci, si vous vous êtes trompé avec la force de frottement, là il faudra recommencer vos calculs en la changeant de signe.